Bien. Eh bien, bonjour à tous, enfin bonsoir à tous. Je vous propose de commencer ce conseil municipal de fin d'année et de désigner Madame Magnier comme secrétaire si personne n'y voit d'opposition. Eh bien, très bien, je lui passe donc la parole pour faire l'appel. Merci Madame le maire. Madame Valérie Forniez. Madame Annabelle Villet. Monsieur Rudy Pardy. Présent. Madame Colotte Fauveau. Monsieur José Henrard. Madame Magnier Marie-Thérèse présente. Monsieur Jean-Yves Sibylle. Présent. Madame Anne-Marie Delcroix. Présente. Monsieur Raymond Demory. Madame Thérèse Louvion. Monsieur Bernard Scribzac. Monsieur Patrick Van Lede. Madame Patricia Rubens. Monsieur Dominique Couvlar. Madame Nathalie Onis. Madame Nathalie Pouilly. Pas de pouvoir. Monsieur Christ. Pardon, excuse-moi. Tu es distraite. Je suis très distraite. Je le reconnais. Monsieur Christophe Terret. Madame Naïma Oud. Pouvoir. Monsieur Michael Lefebvre. À qui? Monsieur Christophe Etch. Monsieur David Aumont. Monsieur Enrico Boticchio. D'accord. Ben, j'inscrirai à l'heure qu'il arrivera. Madame Martine Mel. Monsieur Fabrice Aramba. Monsieur... Ah ben, il faut me dire présent. Hein. Monsieur Joris Vizocchi. Monsieur Stéphane Gajeski. Monsieur Maxime Potel. Madame Lucette Vanesse. Bien. Merci Madame Magnier. Je vous propose de valider le procès verbal du dernier conseil municipal. Y a-t-il des observations sur le procès verbal? Non? Très bien, il est validé. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Moulard pour ce conseil municipal, puisque j'ai eu la semaine dernière la démission de Monsieur Verret. Et donc, conformément à l'article L2121-4 du Code général des collectivités définitives, et Monsieur le sous-préfet de Valenciennes en a été informé. Donc, conformément à l'article L270 du Code électoral, Madame Lucette Moulard épouse Vanesse, suivante immédiate sur la liste du Rassemblement national fresnois, dont faisait partie Monsieur Verret lors des dernières élections municipales, est installée en sa qualité de conseillère municipale. Voilà. Alors, Madame Moulard sera également membre des commissions municipales suivantes: Finances, Administration générale, RH, Fêtes et cérémonies, Culture et Patrimoine. Voilà. Je vous propose de faire quelques informations. Notamment, je dois vous faire part du rapport social unique dans un premier temps. Et je dois aussi vous faire part d'une convention avec l'association Espoir. On va commencer par ça. Donc l'association Espoir a sollicité la commune de Fresnes-sur-Escaut afin que nous puissions mettre à disposition Youssef Kato, qui exerce les fonctions d'informaticien sur la commune. Youssef est adjoint technique et sera donc mis à disposition de l'association Espoir pour y exercer les fonctions d'informaticien à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2026. Et la durée mensuelle de son intervention est fixée à 8 heures. Bien évidemment, l'association rémunérera la commune en fonction. Et donc, voilà, ça ne passe pas en délibération. Il y a une petite convention qui a été qui va être signée
entre moi-même et le président de l'association Espoir, monsieur Christophe Terret, qui ne prendra donc pas part au vote. Il n'y a pas de vote. Je viens de le dire, pardon. Ça commence bien. Bon, donc voilà. Des questions sur ce sujet? S'il n'y en a pas. Oui, Madame Oui. le maire, au niveau d'Espoir, c'est toujours, on est toujours moitié Fresnes et moitié Oui. Copons, c'est ça? C'est ça. Donc la prise en charge se fait bien avec la commune de Fresnes et Copons, ou c'est la commune de Fresnes qui Ah non, refacture à Espoir? c'est la commune de Fresnes qui met à disposition et c'est Espoir qui rémunère la commune de Fresnes. D'accord. Donc la commune des Copons n'entre pas dans le D'accord. système. Et la commune finance Espoir par le biais d'une subvention, c'est ça? D'accord, il n'y a pas de subvention. Il n'y a au niveau plus de communal. Ok, financement. d'accord, merci. Alors, on y va sur la présentation du rapport social unique 2022. Vous savez que ce rapport est transmis à l'Assemblée délibérante chaque année. Donc, le RSU a été présenté au comité social territorial. Il a donné lieu à un débat. Il est transmis à l'Assemblée délibérante de ce soir. Et donc, nous sommes sur le rapport social unique 2022 qui a été présenté au CST le 25 novembre 2023. Les chiffres présentés représentent la situation de la collectivité en matière de ressources humaines au 31 décembre 2022. Voilà. Je le synthétise, il a été mis dans les pièces. Donc vous l'avez certainement lu. Donc sur les effectifs de la commune, le nombre de fonctionnaires est passé de 82 en 2021 à 85. Le nombre de contractuels permanents est passé de 11 en 2021 à 9. Et le nombre de contractuels non permanents, c'est-à-dire les contrats de droit privé comme les PEC, est divisé par 2, passant de 24 en 2021 à 12. Alors, cette mesure est liée directement au fait que l'État, en milieu d'année, a arrêté les contrats PEC et qu'il nous a fallu, du coup, prendre d'autres dispositions. On pouvait conserver une partie de nos parcours emploi compétences sur les domaines inhérents à l'éducation et aux cantines scolaires. Et encore de nos jours, ils ne sont quasiment affectés que sur ces domaines-là. Ce qui provoque effectivement une baisse considérable puisque nous avions des PEC au niveau des services techniques. On le constatera d'ailleurs dans les délibérations à suivre. En globalité, au 31 décembre 2022, la collectivité employait donc 106 agents contre 117 en 2021. Ce sont les agents de droit public, fonctionnaires et contractuels, qui sont représentés majoritairement dans la commune. La catégorie C représente 86% des agents permanents. Le premier cadre d'emploi est celui d'adjoint technique, et il représente 45% des effectifs. Sur la répartition hommes-femmes, celle-ci fait apparaître une majorité de femmes, tous statuts confondus, à hauteur de 53% des effectifs. Les répartitions selon les filières sur emploi permanent sont plus aléatoires, puisqu'on constate 72% de femmes en filière administrative contre 28% d'hommes, 41% de femmes aux techniques et 59% d'hommes. C'est lié notamment au fait que les agents d'entretien sont rattachés au service technique. 100% d'hommes au service culturel, 100% d'hommes au service sportif, 100% de femmes en médico-social et enfin, dans le secteur de l'animation, 63% de femmes et 38% d'hommes. Voilà, chiffre qu'il faudra essayer de travailler au fur et à mesure des futures embauches pour essayer d'équilibrer dans chaque service la parité homme-femme. Le cadre d'emploi le plus féminisé est celui des adjoints administratifs et le cadre d'emploi
le plus masculinisé est celui des agents de maîtrise. Sur le temps de travail des agents permanents, 79% des fonctionnaires occupent un emploi à temps complet, contre 74% en 2021. Ces chiffres affichent une volonté assez claire de la commune d'essayer de limiter la précarisation des emplois dans la fonction publique, notamment sur les temps partiels, où on essaye au maximum de combler sur des temps complets pour que les agents puissent avoir un temps complet. 78% des contractuels occupent un emploi à temps complet et contre 91% en 2021. Les filières les plus concernées par le temps non complet sont la filière culturelle, notamment avec les écoles de musique qui ont un statut particulier, puisque ce sont des agents de la filière de l'enseignement artistique. Également dans la filière technique, sur le pôle entretien, et la filière animation. Un seul agent est à temps partiel sur demande et l'âge moyen de la collectivité est en légère baisse, passant de 47 à 46 ans. Voilà, vous avez ensuite la pyramide des âges que vous avez pu consulter dans votre document. En 2022, 200 491 heures ont été travaillées et rémunérées, contre 193 380 heures en 2021. Sur les mouvements de personnel, nous avons dans les arrivées de fonctionnaires une mutation et 9 titularisations. Nous avons sur les départs de fonctionnaires 4 départs en retraite, 2 mutations, 1 licenciement. Sur les contractuels sur emploi permanent, la principale cause d'arrivée et de départ est le remplacement des agents, le plus souvent suite à un arrêt maladie. Sur l'évolution professionnelle, 2 agents ont bénéficié de la promotion interne sans examen professionnel, 72 avancements d'échelon contre 37 en 2021 et 11 avancements de grade contre 4 en 2021. Sur les sanctions disciplinaires, il n'y en a eu aucune en 2022, tout comme en 2021. Sur les budgets et sur la rémunération, les charges de personnel s'élèvent à 4 067 240 € pour 54,6% des dépenses de fonctionnement, contre 3 849 401 pour 53,52% des dépenses de fonctionnement en 2021. Souvenez-vous, en 2022, nous avons dû, en milieu d'année, augmenter les salaires de l'ensemble des agents, puisque il y a eu une hausse de l'indice de 3,5, si je me souviens bien. Ce qui a bien évidemment fait gonfler le budget en charge de personnel. La part du régime indemnitaire sur la rémunération annuelle brute pour l'ensemble des agents est de 11,91%. Nous avons également 1191 heures supplémentaires réalisées et rémunérées en 2022 contre 733 en 2021. C'est essentiellement lié aux élections présidentielles et législatives qui ont mobilisé 4 dimanches. Et nous avons également 784 heures complémentaires réalisées et rémunérées en 2022 contre 1069 en 2021. Alors, absence et accident de travail. En 2022, nous avons 24,3 jours d'absence en moyenne pour tout motif médical par fonctionnaire. Maladie ordinaire, longue maladie, accident du travail. Contre 39,5 jours en 2021. Le nombre d'accidents du travail est également en baisse, passant de 8 en 2021 à 6 en 2022, avec un nombre de jours d'absence en moyenne par accident du travail de 69 à 9 jours. Le seul cadre d'emploi concerné par le travail est celui des adjoints techniques. Cette baisse significative s'explique en partie par le retour d'agents absents de longue durée suite à grave maladie ou à un accident du travail. Sur la situation des travailleurs
en situation de handicap, 5 travailleurs reconnus en situation de handicap. La commune respecte donc ses obligations en la matière. Prévention et risques professionnels, la collectivité a effectué des dépenses en faveur de la prévention à hauteur de 8 378 €. Formation des agents de prévention comprise. Donc vous aviez dans les documents et les démarches de prévention, nous avons un document unique d'évaluation des risques professionnels qui est mis à jour en 2022, mais qui est mis à jour de toute façon annuellement. La collectivité ne dispose pas d'un plan de prévention de risques psychosociaux. La collectivité s'est engagée dans d'autres démarches de prévention. Nous n'avons pas mis en place une démarche de prévention de troubles musculo-squelettiques et la collectivité dispose également d'un registre de santé et de sécurité au travail. Au sein de la collectivité, le nombre de visites sur demande auprès du médecin de prévention est de 5,3 pour 100 agents. Sur la formation, en 2022, 37 203 € ont été consacrés à la formation des agents, fonctionnaires et contractuels, contre 46 093 en 2021. Le nombre de jours de formation est en hausse, 113 jours de formation en 2022 contre 77 en 2021. Je rappelle qu'en 2021, on était encore sur beaucoup de formations qui avaient été annulées à cause du Covid. Et le nombre moyen de jours de formation par agent passe de 0,8 à 1,2. Sur l'action sociale et la protection sociale complémentaire, nous n'avons pas à ce jour de participation à la protection sociale complémentaire en place, ni pour la mutuelle, ni pour la prévoyance. Ce sont des mesures qui sont prévues pour l'année 2024. Sur le versement de prestations, il y a des chèques déjeuner. Et enfin, sur les relations sociales, aucun jour de grève en 2022 et il y a eu 4 réunions du comité technique paritaire. Voilà, vous avez eu plus de détails évidemment dans la synthèse qui vous avait été fournie et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Aucune question ? Très bien, c'était pour information. On valide donc cette information. Également pour information, je voudrais vous signaler qu'on a enfin entamé, et vous l'avez vu, la réparation du fameux trou au quartier qui avait eu lieu en 2020 à l'occasion, pendant la pleine période du Covid. Je tiens à signaler que la qualité des services techniques a fait que c'est entièrement l'État qui prend à sa charge et une partie par Valenciennes Métropole qui prend en charge les travaux puisque nous avons réussi à démontrer que effectivement cet affaissement était lié à l'ancienne pompe de relevage. Ensuite, je voudrais vous informer aussi que la semaine dernière, hier, nous avions eu une visite de la DRAC en vue du classement du Temple de l'Amour château. Donc, des premières investigations qui ont été faites, le château on va présenter le château pour qu'il fasse l'objet d'une inscription. Donc, dans un premier temps, et le château et le Temple de l'Amour devraient passer ici le 14 décembre pour une inscription, à la suite de quoi l'État devra nous remettre ses prescriptions, s'il nous accorde ou pas l'inscription de ces deux éléments patrimoniaux. On aura cette réponse courant 2024 et il y a de fortes chances pour qu'on puisse demander le classement complet du Temple de l'Amour, mais alors là, on sera reporté sur l'année 2025-2026 puisque c'est une commission nationale qui se réunit très peu et on nous annonce des délais très importants. Voilà pour les infos que je souhaitais porter à votre connaissance. Et puis, on va faire le tour des listes des décisions. Madame le maire, par rapport à ça, oui. Il y aura une restriction. Si demain on veut construire autour justement du parc et tout ça, les nouvelles habitations, est-ce qu'il y a des normes à respecter par la suite ?
sur les habitations, sur le lotissement qui est fait juste à côté du parc, il n'y a pas de restriction. Tout a déjà été cadré avec la DRAC, les ABF, etc. Sur le parc lui-même, il y a eu une modification du PLUI il y a à peu près 6 mois pour que les alentours du château soient classés en zone à urbaniser, pas pour construire, mais pour donner l'accessibilité au château si on a des véhicules qui veulent circuler pour pouvoir faire le tour du château. Voilà. Donc, sinon, sur tout ce qu'on urbanise aux alentours, toutes les prescriptions ont déjà été faites dans la mesure où on a déjà l'hôtel de vie qui est classé. Donc, de toute façon, on passe par la réglementation par rapport à ça. Donc, ça sera identique, même si le château est inscrit et si le temple pouvait être classé, ça serait une bonne nouvelle pour la commune en tous les cas, puisque vous le savez, quand il y a inscription et classement, il y a des financements à la clé pour la rénovation. Voilà, c'est l'intérêt de la démarche. D'autres questions? Oui, Bonsoir. bonsoir. Pour tout ce qui est de musculation qui est du côté du château. Alors, l'aire de fitness, ça vous me parlez? Oui. L'aire de fitness était effectivement en co-visibilité du château et du temple de l'amour. Et c'est pour ça qu'il y a eu un aménagement paysager spécifique autour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu des travaux avec toute une bordure et une butte qui a été fait autour pour qu'il s'intègre dans l'espace. Et donc là aussi, les ABF ont été sollicités et ont donné le permis de construire qui... Pardon? C'était un sujet très compliqué. C'était un sujet très compliqué, oui. Mais c'est résolu. Donc, voilà. D'autres questions? Très bien. On va passer à la liste des décisions. Je ne vais pas vous les lire entièrement. Je voudrais simplement faire un petit focus sur la décision numéro... La décision qui concerne la création d'une régie pour l'encaissement des participants des familles au pôle enfance-jeunesse restauration. Puisque effectivement... Pardon ? L'avant-dernière. Puisqu'effectivement, cette décision entraîne certaines modifications. Donc il y a la création d'une seule régie de recettes pour l'encaissement des participants des familles en restauration scolaire et en ALSH de juillet, sur les activités périscolaires, sur les activités de loisirs sans hébergement 3-17, sur les activités annexes des centres de loisirs et sur l'école municipale des sports. C'est une volonté de l'État d'essayer d'avoir le moins de régies possible dans les collectivités. Alors, à l'occasion de cette décision, vous avez la création et la modification des tarifs pour la participation des familles aux différentes activités. L'année dernière, nous avons été confrontés à des sollicitations de parents puisque à l'occasion des petites vacances d'avril et de la Toussaint, nous étions en manque de place pour accueillir les enfants sur Fresnes. Il manquait environ 20 places. Je regarde Joanne qui va confirmer mes propos si je me trompe. À cette occasion, nous avons donc rencontré les parents et nous avons expliqué aux parents que pour pouvoir assurer l'enregistrement de ces 20 places qui nous manquaient, il y avait nécessité de réfléchir à des mesures alternatives parce que la commune ne peut pas augmenter de manière exponentielle son budget de fonctionnement par rapport à l'accueil de 20 enfants supplémentaires. Et donc, à la suite de ces réunions avec les parents, nous avons convié l'ensemble des parents des enfants qui participent aux différentes activités municipales en faveur de la jeunesse autour de tables rondes qui se sont déroulées au collège en fin d'année en avril 2023. Avec différentes propositions qui ont été faites. Suite à ces différentes propositions, les parents ont accepté un certain nombre de mesures.
Dans ces mesures, il y en a une qui a été assez radicale, c'est celle de la fermeture du centre entre la période de Noël et Nouvel An. Elle a été actée par l'ensemble des parents sans problématique particulière, puisque la majorité des parents prennent leur congé sur cette période et donc ça n'impactait pas le fonctionnement. Et il y a eu aussi des propositions de révision de la tarification des différents services. Et c'est là-dessus que je souhaiterais qu'on puisse vous évoquer les différentes évolutions. Donc, les tarifs sont fixés de la manière suivante. Pour la restauration scolaire, il y a donc de nouveaux tarifs. Sachant que nous avons eu très récemment une note de la part de notre fournisseur API qui nous annonçait une augmentation de 0,13 centimes qui a été répercutée à hauteur de 0,10 centimes. Donc les plus bas coefficients auront un tarif de repas scolaire à 3 €. Si je ne m'abuse, il était à 2,90 €. Les deux tarifs intermédiaires, c'est-à-dire entre 370 et 700 €, auront un tarif qui passe de 3,20 à 3,25. Et ceux qui ont un coefficient fiscal supérieur à 701 € ont un tarif qui passe de 3,50 € à 3,60 €. Sur les activités, ça c'est pour la cantine pendant les temps scolaires. Sur les activités périscolaires, les plus de 6 ans, les tarifs restent inchangés. Donc pour rappel, sur les quotients de 0 à 700 €, on est à 4 € par trimestre, et sur les plus de 701 €, on est à 7 € par trimestre. Sur la participation aux activités de l'école municipale de sport, qu'on a mis en place en fin d'année 2023. On s'était engagé à mettre une tarification à partir de janvier 2024. Elle sera donc sur un tarif unique de 5 € la période scolaire. La période scolaire, c'est-à-dire entre les deux périodes de vacances. Sachant que les enfants peuvent s'inscrire à une période, à deux périodes, toute l'année ou à la période qu'ils le souhaitent. Sur les périodes de vacances, donc là, je vous parle des périodes de petites vacances. Les mercredis après-midi et pendant les petites vacances, nous avons des tarifs qui changent. C'est ça, hein ? Un forfait pour les tarifications de 0 à 369 qui se montera à 0,75 centimes de l'heure, l'après-midi, avant c'était 0,60. Et sur les deux tarifs intermédiaires, de 370 à 700, on arrive à un tarif de 1 € l'après-midi, alors qu'avant on était à 0,75. Sur les tarifs supérieurs à 701 €, on arrive à 1,20 € alors qu'avant on était à 90 centimes. Sur la participation pour les activités aux petites vacances, il y a eu une discussion avec les parents concernant les tarifs des sorties. Il a été choisi par les parents, en accord avec la municipalité, que pour toutes les sorties qui ont un coût inférieur à 10 € pour la commune, il y aurait une participation supplémentaire de 1,50 € par enfant. Pour les sorties qui s'élèvent entre 11 et 30 €, il y aura un coût supplémentaire de 4 €. Pour les sorties qui s'élèvent entre 31 € et 50 €, il y aura un coût supplémentaire de 8 €. Et pour les sorties supérieures à 51 €, il y aura un coût supplémentaire à 10 €. Les sorties supérieures à 51 € sont extrêmement rares. Il doit y en avoir une et encore même pas à l'année. Ça dépend du parc qui est choisi en fait. Sur les autres sorties, il faut savoir que sur cette tarification, sur les petites vacances scolaires, les enfants bénéficient uniquement de 2 sorties à la semaine. Donc en fait,
dans la moyenne, on arrive à des résultats qui sont tout à fait corrects et assumés pour les familles. On fait également des modifications sur la tarification du mois de juillet. Alors, les tarifs du centre de loisirs pour le mois de juillet ne changent pas. Ce qu'ils changent, c'est que... je me trompe pas ? Ce qui change, c'est qu'avant, le prix du repas était compris dans la tarification à la journée. Maintenant, il y aura une participation des parents au prix du repas de 0,75 centimes pour le plus bas quotient, de 0,85 centimes pour les quotients médians et de 0,95 centimes pour les coefficients supérieurs à 701 euros. Voilà ce que je voulais porter à votre connaissance. Je pense que c'était quand même important de faire un point là-dessus et surtout de féliciter la démarche de l'adjoint à la jeunesse et des services enfance, petite enfance et jeunesse, puisque cette délibération, elle a été faite en total accord avec les familles qui sont représentantes et qui étaient présentes aux décisions pour présenter cette nouvelle décision. Voilà, ça ne fait pas l'objet d'une délibération, mais je pense qu'il était important que vous en soyez informés. Pas de questions sur cette décision? Oui. Je vous en prie, Monsieur Gajewski. Merci, madame. J'ai eu des remontées à ce sujet pour les inscriptions. Oui. D'accord. Qui disent, à tort ou à raison, je ne prendrai pas parti, mais c'est quand même plusieurs personnes qui sont venues me voir, et nous voir en particulier, disant qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le privilège de venir chez nous, à Fresnes, oui, qui ne font pas partie de Fresnes, et alors que nous mettons au service de tous nos jeunes, d'accord, ouais. des infrastructures, des voyages. Et, le problème, c'est que ils sont, comment on peut dire, au courant ou lésés de pour les Fresnois, hein, je parle, de ne pas pouvoir être ou bénéficier par rapport aux gens qui sont extérieurs à Fresnes. Alors j'aimerais, c'est un grand mot, mais que les petits Fresnois puissent participer et puis bénéficier de nos infrastructures par rapport aux autres villages qui sont autour de nous. C'est tout. Alors, mais après, je ne sais pas si c'est avéré ou pas. Mais je vais vous le dire. Voilà. Voilà. Merci Donc, à vous. Je vais vous informer. Effectivement, sur 114 enfants, il y a une petite dizaine d'enfants qui viennent de l'extérieur. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout simplement. Vous le savez, vous avez des enfants, vous avez eu des enfants, vous les avez fait garder par vos parents, vos grands-parents. Eh bien voilà la raison principale qui amène certains parents qui sont de l'extérieur à venir mettre leurs enfants, parce que les grands-parents habitent la commune de Fresnes, ont en charge leurs petits-enfants et viennent. Quand on prend une dizaine de petits-enfants sur 114, je pense qu'on reste dans des proportions tout à fait raisonnables. Sur le fait qu'il y ait des Fresnois qui ne puissent pas accéder au service, la mesure que je viens de vous éditer sur les différents changements qu'on a fait a été faite exprès pour augmenter notre nombre de places. Donc, à ce jour, nous n'avons pas de liste d'attente pendant les petites vacances. Voilà. Mais je sais que vous l'avez fait parce qu'il y a des remontées qui m'ont été faites et bien à vous. Voilà. Mais, voilà. Je passe la parole à Monsieur Bardi.
Et après, il faut aussi rajouter que sur les 114 places, il faut savoir que ça passe par un logiciel. Et 1 minute, top chrono, les 114 places sont prises. Dès lors où on a un retour qui aurait peut-être potentiellement des enfants qui seraient en attente, on les redirige automatiquement vers le centre social. Donc je peux vous assurer que tous les enfants qui désirent venir dans un centre de loisirs ou au centre social ont une place. Juste ça. Parce que souvent, des fois, le centre social, il en reste une ou deux places. Quand même, prioriser en premier, quoi, c'est-à-dire les Fresnois par rapport à ce Alors système. après, il y a une... Sur 114, 10 S'il y a enfants un de l'école. désistement, je veux dire, la priorité se fait au niveau Ah ouais, bah il oui, fait- bien il fait- sûr. extérieure. Bien quoi. sûr. faut À partir du moment où il y a un désistement, Ouais, ouais, les enfants sont... Ok. De toute façon, on parle de nombres, quand on vous donne 10 sur 114, on parle de nombres qui sont qui bougent, puisque effectivement, on peut par exemple avoir 120 inscrits avec un taux de place qui est de 114. Et si sur ces 114, il y a des personnes qui se décident parce qu'ils ne viennent pas ou pour une raison maladie ou quoi que ce soit, immédiatement, les services téléphonent aux parents et ils peuvent venir mettre leur enfant s'ils en ont besoin. Mais en général, ça ne se produit pas puisque à partir du moment où les parents savent qu'il n'y a plus de place, ils ont pris les mesures conséquentes et inhérentes à la garde de leurs enfants. Mais en tous les cas, Rudy a raison de souligner le fait qu'il y a une complémentarité avec le centre social. Et en général, on arrive à fournir l'ensemble des demandes sur la commune. Je tiens aussi à insister sur le fait que les tarifs qui ont été modifiés on a fait en sorte qu'ils soient quand même unifiés pour qu'il n'y ait pas trop de différence entre la tarification du centre social et la tarification du centre de loisirs. C'est un travail qui a été fait par les services pour que tout le monde soit à égalité. Et pour terminer, dans la convention, il est obligatoire aussi de laisser un pourcentage de place pour les extérieurs. C'est une obligation aussi. Alors, je rappelle à l'Assemblée que la commune dispose d'un dispositif spécifique qui s'appelle Léa, Loisirs équitables accessibles, et qui nous permet d'avoir des tarifs bas et d'avoir une compensation de la caisse d'allocation familiale pour prendre en charge les enfants. Donc, on fait vraiment, sur la commune, on a mis en place vraiment tous les dispositifs. Et je vous invite d'ailleurs à aller vous renseigner, pas par curiosité, mais simplement pour information, à aller vous renseigner sur les tarifications des autres communes qui sont en majorité beaucoup plus élevées que nous, à la fois sur les centres de loisirs et à la fois sur les cantines. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu à un moment donné une certaine polémique sur le prix du repas en cantine. Et la ville de Fresnes-sur-Escaut était une des villes parmi lesquelles on payait le moins cher la cantine. Tout ça, ce sont des dispositions qu'on met en place au bénéfice des Fresnois et des Fresnoises. Excusez-moi, nous c'est juste savoir s'il y a assez de quantité de recevoir nos jeunes. Je viens de vous répondre, monsieur Gajewski. Je viens de vous répondre. Je viens de vous dire que oui, il n'y avait aucun enfant. Pardon ? Ah d'accord. Je viens de répondre et donc aucun enfant n'a été refusé au niveau de Fresnes, puisque s'il n'y a pas de place au centre de loisirs, il y en aura au centre social. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer aux délibérations. Et pour la première délibération, sur le projet d'extension et d'aménagement du cimetière communal, je passe la parole à monsieur Henrard. Bon, c'est une délibération pour approuver le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pour le cimetière, bien sûr, et d'approuver l'extension, le réaménagement du cimetière communal. Alors, pour mémoire, le projet consiste en une extension du cimetière sur la parcelle communale AH 108 qui permettra la création de 196 concessions, 15 tombes dans le carré musulman, 35 cavurnes, c'est les 4 places, et 8 columbariums pour 96 cases. Cette extension permettra de faire face aux inhumations pour les 20 prochaines années. Donc pour détailler un peu plus, c'est pas marqué, mais il y a une partie qui se fera dans le cimetière actuel,
C'est cette année. Je crois qu'il devrait démarrer cette semaine. Il aurait dû démarrer. Ouais, il aurait dû commencer. Et l'autre, ça sera l'année prochaine. Et l'autre, ça sera vraiment au-delà des murs actuels du cimetière, les murs du fond. Alors, l'enquête publique qui s'est déroulée le 22 août 2023 et 23 septembre 2023. Il y a eu 3 permanences, le 22, le 13 septembre et le 23. Durant cette période, une seule contribution écrite a été formulée. Elle portait essentiellement sur des questions afférentes aux servitudes d'utilité publique, ce qui s'applique ou s'appliqueront sur les propriétés privées mitoyennes au projet. Exemple, l'interdiction de création de fourrage d'eau à usage domestique à moins de 50 mètres, des limites extérieures du futur cimetière, ou limitation du droit à construire dans la zone concernée par la réserve foncière inscrite au PLU intercommunal, approuvé en mars 2021, sans impact direct sur le projet. En conclusion, le commissaire enquêteur émet un avis favorable, sans réserve et sans recommandation, au projet d'extension et d'aménagement du cimetière, sur la parcelle cadastrée AH108. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur cet avis et d'approuver la poursuite de la procédure. Considérant que le projet d'extension du cimetière tel que présenté est prêt à être approuvé conformément à l'article 1, et qui attribue au conseil municipal la décision, de toute façon personne ne le connaît. On n'a pas très bien compris c'est quoi l'article. De toute façon personne ne le connaît, c'est pas la peine de le citer. Il est inscrit. Hein. Ah, si vous voulez, L.223-1. Il y a la décision de création et d'extension du cimetière. Alors, ceci exposé, il est demandé au conseil municipal d'approuver le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, remis à l'issue de l'enquête, d'approuver l'extension et le réaménagement du cimetière communal tel que présenté à l'enquête publique, de demander l'autorisation au monsieur le sous-préfet du Nord d'étendre le cimetière communal après avis du CODERS, d'autoriser madame le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. Voilà. Merci, monsieur Henrard. Des questions sur le sujet? Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 2, c'est une délibération concernant les ressources humaines et la création d'un emploi permanent à temps complet au grade d'adjoint d'animation. Voilà, service animation. Alors pour la petite histoire, lorsqu'il y a eu le décès de l'animateur Jamel, il a été remplacé par une titulaire qui travaillait à la petite enfance, à la suite de quoi cette titulaire avait été remplacée par une contractuelle que nous souhaitons titulariser et qui va donc devenir prochainement stagiaire de la fonction publique. Y a-t-il des questions? Si vous n'avez pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération des ressources humaines également, la 3, c'est la création de 2 emplois permanents à temps complet au grade d'adjoint technique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avions au niveau du service technique 12 parcours emploi compétences. Évidemment, la suppression qui a été drastique à l'occasion de l'année 2023 nous a amené à réfléchir en matière de ressources humaines sur nos services techniques. Et donc, nous avions 2 agents qui étaient en parcours emploi compétences, qui avaient été pris en emploi saisonnier pour continuer leur parcours. À l'heure d'aujourd'hui, ces 2 agents donnent satisfaction. Et donc, ces 2 agents qui étaient à 20 heures vont passer à temps complet et ils seront au grade d'adjoint technique et ils seront stagiaires de la fonction publique. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Alors, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 4, c'est également une délibération pour les ressources humaines et c'est la création de 2 emplois, cette fois-ci non permanents et à temps non complet pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. Vous l'avez constaté également, nos services techniques sont très sollicités et nous venons de réhabiliter complètement l'ancien proxy. Nous sommes actuellement en train de réhabiliter les locaux de la Poste
pour pouvoir accueillir l'association Mercure qui est à la gare et qui prendra bientôt sa place dans la poste, puisque la gare va être entièrement réhabilitée. Nous avons donc face à cela un surcroît de travail et nous souhaitons pouvoir mettre encore à disposition une deuxième équipe qui pourra venir aider les agents actuels à partir normalement du mois de février. On est aujourd'hui en novembre, dans la mesure où le prochain conseil municipal se déroulera courant février. Pour ne pas être bloqué par l'ouverture des postes, nous passons cette délibération aujourd'hui. S'il n'y a pas de complément d'information, je mets au vote. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. La délibération numéro 5, je vais la présenter et si il y a des compléments d'information, Monsieur Demory va intervenir et me soutenir dans la présentation de cette délibération. Donc, dans le cadre de l'évolution de la commune et de son développement et de l'analyse des besoins exprimés, il est envisagé de créer un service de police municipale. Dans le cadre de ses missions de police administrative, le maire est en outre appelé à édicter des arrêtés et à contrôler leur application dans de nombreux domaines: habitat, circulation, stationnement, environnement, urbanisme, police funéraire, hygiène, activité commerciale, intervention sur la voie publique, incivilité, divagation d'animaux, débit de boissons, accidents. Pour faire respecter ces décisions en matière de police, le maire peut faire appel au service de l'État, bien entendu, mais peut également disposer d'un service de police municipale. Dans le cadre de la mise en place de ce nouveau service, il convient donc de procéder à la création des postes correspondant aux futures missions. Il est donc proposé au conseil municipal de créer un poste de gardien brigadier de police municipale à temps complet à partir du 1er janvier 2024 et de modifier en conséquence le tableau des effectifs. Cet emploi sera bien évidemment pourvu par un fonctionnaire. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit d'un emploi supplémentaire. L'ASVP qui est actuellement sur notre commune a été formée, vous le savez, j'en avais déjà fait écho au niveau du service du conseil municipal, a passé son concours de la fonction publique et a obtenu le concours de brigadier policier municipal. Donc, avec la création de ce service, il va pouvoir être nommé à ces fonctions-là. Vous le savez aussi, ça fait à peu près, je dirais, 6-8 mois que nous sommes sur le recrutement d'un ASVP. Malheureusement, et malgré 4 à 5 commissions d'embauche, nous n'avons pas trouvé de profil correspondant pour venir sur la commune. Le fait de créer ce service de police municipale va donc nous permettre à la fois de conserver notre ASVP qui deviendra policier municipal et en plus d'élargir le spectre de d'élargir notre spectre en matière d'embauche. C'est-à-dire qu'on pourra, si jamais on trouve quelqu'un qui correspond au profil d'ASVP, embaucher un ASVP, mais on pourra aussi embaucher un deuxième policier municipal. On pourra aussi embaucher une police rurale. Voilà. Et donc, c'est tout l'enjeu de créer ce service de police municipale. Alors, évidemment, après, dans la délibération, on a la doctrine de la police municipale de Fresnes-sur-Escaut, puisque quand on met en place un service, il convient de définir la doctrine qui reprend un peu le cadre juridique, l'action et les missions de la police municipale et qui décrit ses modalités de fonctionnement. Bon, je pense que vous avez lu la délibération. Que vous dire là-dessus ? Que la police municipale donc de Fresnes aura pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, et notamment pour objet le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique. Donc après, vous avez le cadre juridique des polices municipales, ça c'est identique pour toutes les polices municipales, et vous avez en article 2 les principes généraux. Donc, en premier, les principes guidant l'action de la police municipale.
Donc le premier pour nous, la proximité avec la population. Le deuxième, les partenariats. Partenariats développés dans le cadre du CISPD et depuis 2-3 mois, partenariat développé avec la police nationale à raison d'une rencontre mensuelle avec les services de la police nationale. Et enfin, vous avez dans les principes guidant l'action, la déontologie. Ensuite, vous avez à l'article 3 les missions qui sont confiées à la police municipale par le maire. Donc des missions de prévention, des missions de répression. Et à l'article 4, vous avez les équipements et les moyens de locomotion. Donc les équipements de protection individuelle, l'armement. Donc sur la commune de Fresnes, les policiers municipaux seront équipés d'une matraque télescopique et d'un générateur d'aérosol inférieur à 100 ml. Les moyens de communication, puisqu'ils sont équipés d'un téléphone portable qui peut également faire la verbalisation électronique des infractions. Et les moyens de locomotion, puisque le véhicule qu'utilisent actuellement les ASVP devra faire l'objet de modifications, puisqu'il faudra sérigraphier le véhicule et y mettre une rampe de signalisation lumineuse. Voilà pour cette délibération. Y a-t-il des questions ? Oui. C'est un choix qui se discute. C'est un choix qui se discute. On en a discuté à l'occasion à la fois des réunions des plénières, à la fois en réunion d'adjoints et à la fois en commission. Et l'ensemble des participants ont opté pour ce choix-là. Donc, vous avez le droit de vous exprimer contre cette délibération. Par contre, il y a un objet supplémentaire pour cette sécurité. On sait qu'on va lui mettre une caméra qui fait de très dispositif. Et du coup, il y aura des zones de sécurité. Après, c'est un choix qu'on a fait tous ensemble pour l'armement. Oui, Madame le maire, je voudrais intervenir. Oui. Vous nous demandez de voter des délibérations pour la création d'une police municipale. Oui. La proposition soumise aujourd'hui est celle de la création d'un simple poste de policier municipal. Non, il y en aura deux, là, je viens de vous l'expliquer. Certes, cela peut sembler être une avancée en matière de sécurité, mais nous devons être réalistes. Un seul policier ne peut pas couvrir l'ensemble des missions nécessaires à assurer la sécurité de notre commune. On est bien d'accord, c'est pour ça D'ailleurs, qu'on en met deux. Assurera-t-il le travail de nuit, les week-ends? Quelle sera sa mission avec les réseaux de voisinage? Interviendra-t-il lors des rodéos? Qui le remplacera lors de sa formation? Nos habitants méritent mieux que cela. Ils attendent un réel investissement dans la sécurité de leur lieu de vie. Ils méritent une police municipale compétente, suffisamment nombreuse et bien formée pour répondre efficacement à leurs besoins. Il est essentiel de rappeler que la sécurité des habitants est une priorité absolue et doit être traitée avec sérieux et responsabilité. Il est irresponsable de votre part de proposer une solution aussi limitée et insuffisante pour répondre aux défis sécuritaires alors que les incivilités et agressions sont en constante évolution. Nous devons faire preuve de vision et d'ambition pour notre commune. Il est nécessaire de repenser notre stratégie en matière de sécurité et de mettre en place une véritable police municipale. C'est cela que nous préconisions lors de l'élection municipale, la création d'une vraie police intercommunale avec les communes voisines afin de réduire les coûts tout en ayant un effectif plus important pour couvrir l'ensemble du territoire. En conclusion, nous savons tous que les effets d'annonce ne peuvent pas garantir la sécurité de nos habitants. Nous devons agir de manière proactive en matière de sécurité et travailler à une solution viable et efficace à long terme pour nos habitants. Et pour répondre au sujet de la SVP, les retours que j'ai, parce qu'il en parle aussi dans Fresnes, vous l'auriez retenu, parce que sinon il partait dans une autre collectivité. Donc la question que je vous pose, pourquoi n'avez-vous pas retenu tout le personnel qui vient de partir lors de votre dernière élection, c'est-à-dire 8 agents qui sont partis dans d'autres collectivités? Bon, alors, on va prendre les sujets un par un parce que vous confondez tout. Alors, le premier sujet, si. Donc, vous me permettez de répondre, puisque je vous ai laissé vous exprimer, je vais vous répondre.
Bah, coupez-moi si vous voulez. Alors, on continue. Ah, bah, merci de me le faire remarquer. Alors, très bien. Sur les sujets que vous évoquez, premièrement, vous dites qu'il n'y aura qu'un policier municipal. C'est faux, je viens de vous le dire. Nous avons délibéré... Monsieur Gajewski. Non, vous avez un complément d'ASVP. Non. Non. Vous me laissez répondre ou pas? D'accord, non, allez-y. Alors, Allez-y, laissez-moi répondre. On est très courtois chez nous. Laissez-moi répondre, alors, merci. Souvenez-vous, l'année dernière, alors je ne sais plus à quelle date, quel conseil? Novembre-décembre 2022, nous avons délibéré pour l'ouverture d'un poste de policier municipal. À cette époque-là, le sous-préfet effectuait une demande pour que, effectivement, il y ait une police municipale intercommunale. Le sous-préfet a changé, le poste est donc ouvert. Ce poste n'a pas pu être abondé dans la mesure où il n'y avait pas de service qui a été créé. Il y a donc un poste qui a été ouvert en fin d'année 2022. Il y a un nouveau poste qui est ouvert aujourd'hui. Vous pouvez reprendre vos délibérations, vous allez les retrouver. Donc, déjà, il n'y a pas un policier municipal qui va être recruté, il y a 2 policiers municipaux. Sur la question que vous me posez par rapport au fait que je veuille retenir le policier municipal ou pas, la question ne se pose pas là. Quand vous avez un agent fonctionnaire qui passe un concours, qui a son concours et qui ne peut pas être nommé, forcément que s'il a des propositions pour être nommé ailleurs, il y va. Donc forcément, qu'en ouvrant le service de police municipale, on essaye effectivement de le maintenir sur notre commune. Sur les autres agents de la commune, c'est pas moi qui ont... Ce n'est pas moi Ils sont partis. qui est... Oui, ils sont partis, mais ce n'est pas moi... Vous n'avez pas fait l'effort de les retenir, par contre. Ah, ça, vous ne le savez pas, parce que vous ne savez pas La preuve, ils sont partis ailleurs. Du coup. Non, mais ils sont partis ailleurs, mais ils sont partis ailleurs et ils sont partis de leur plein gré. C'est pas moi qui leur ai demandé de partir. D'accord? Les propositions qu'ils ont eues ailleurs, moi, je les ai prises. Pour certains, il y a eu des négociations. Elles n'ont pas été retenues. Voilà. Il y en a qui ne sont pas partis uniquement pour des raisons financières. Hein. Il y en a qui sont partis pour d'autres raisons. Voilà. Chacun a ses raisons. Il y a des agents qui sont partis pour des raisons personnelles. Il y a des agents qui sont partis pour une meilleure qualité de vie. Je prends dernièrement Axel, qui est partie parce qu'elle ne souhaitait pas prendre le poste à responsabilité qu'on lui proposait. Et pourtant, on lui proposait un poste nettement supérieur à ce qu'elle avait. Donc, voilà, les raisons sont diverses et variées. Moi, je ne peux pas empêcher la vie de la collectivité de se faire, tout comme une entreprise ne peut pas empêcher un salarié de son entreprise privée à rester ou à partir selon son bon gré. Ouais, on peut juger sur l'aspect financier, mais il y a peut-être d'autres raisons aussi. Le fait qu'ils partent comme ça aussi, il y a peut-être d'autres raisons. Il faudrait peut-être approfondir le sujet. Je ne sais pas si... Bah, écoutez, la ville, dans le cadre du... Il y a bien une raison pour que les agents partent quand même. C'est la vie de tout le monde. Hein. Moi, j'ai pas fait qu'un seul employeur. Hein. Dans ma vie, j'en ai fait plusieurs. Ouais, mais ce qui fait qu'on perd de la compétence quand même. Ah non. Ah non. Alors là, je suis désolée. Vous parce ne reconnaissez pas la compétence de vos agents. C'est quand même très fort. Là, vous me faites un faux procès d'intention. Je reconnais parfaitement la compétence de mes agents. Et je peux vous dire que pour tous les agents qui sont partis, dans la majorité des cas, ils ont été remplacés par des agents qui ont un grade supérieur à l'agent qui est parti. Donc, ça veut dire plus de compétences. Voilà. Ceci va donc clôturer mon intervention, puisqu'il y a un changement de cassette en même temps. Donc, avant le changement de cassette, je mets aux voix cette délibération qui est contre. OK. Monsieur Van Lede ? Non, mais comme vous voulez. Vous avez le droit. Merci. Nous, par contre, il y a qui s'abstient ? Abstention, oui, voilà. Excusez-moi. OK. Qui s'abstient donc, monsieur Zaramba ? Alors, la délibération numéro 6 concerne également les ressources humaines et le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. L'État a mis en place la possibilité pour les collectivités de mettre en place une prime
exceptionnelle du pouvoir d'achat. Cette prime est obligatoire pour l'État et l'hôpital. Pour les collectivités territoriales, c'est au bon vouloir des employeurs territoriaux. Donc, la prime de pouvoir d'achat est une prime exceptionnelle d'un montant forfaitaire visant à soutenir le pouvoir d'achat des agents publics percevant une rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 39 000 € afin de faire face à l'inflation et à compenser leur perte de pouvoir d'achat. Qui peut en être bénéficiaire? Les bénéficiaires. La prime de pouvoir d'achat exceptionnelle est mise en place en faveur des agents publics suivants et remplissant les conditions requises déterminées par l'article 2 du décret qui est sorti le 31 octobre dernier. Il s'agit des agents contractuels de droit public, quel que soit le type de contrat, et des fonctionnaires titulaires et stagiaires. 2. Les conditions à remplir. Pour bénéficier de la prime pouvoir d'achat exceptionnel, les agents devront remplir les conditions suivantes. Elles sont cumulatives. Avoir été nommé ou recruté par un employeur public territorial à date d'effet antérieure au 1er janvier 2023. Être employé et rémunéré par un employeur public territorial au 30 juin 2023. Avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 € au titre de la période courant 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Lorsque l'agent n'a pas été employé et rémunéré pendant la totalité de la période, le prorata va s'exercer. Le montant de la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle. Le montant de la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle prévue pour chaque niveau de rémunération est déterminé de la façon suivante pour chaque niveau de rémunération. Vous avez donc en dessous un tableau qui vous indique que la plus haute prime et pour le plus bas salaire, qui est inférieur à 23 700 €, peut s'élever jusqu'à 800 €. La plus basse, pour les salaires supérieurs à 33 600 € mais inférieurs à 39 000 €, s'élève à 300 €. La commune a décidé d'attribuer à chaque agent, pour le plus haut tarif, la somme de 400 € et pour le plus bas tarif, la somme de 150 €. Le montant de la prime est réduit à la proportion et calculé au prorata en fonction de la durée d'emploi sur la période. La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat sera versée par la collectivité qui emploie et rémunère l'agent au 30 juin 2023. Chaque collectivité, lorsque plusieurs employeurs publics emploient et rémunèrent l'agent au 30 juin 2023. Pour votre bonne information, cela représente pour la commune un effort à hauteur de 32 000 €. Et cette prime sera versée à compter du pour le 31 janvier 2024. Voilà. Effectivement, on ne prend pas en considération les besoins des agents. Oui, Madame le maire, je souhaiterais intervenir sur cette délibération Bien aussi. sûr. Cette délibération fait suite, effectivement, vous l'avez dit, aux annonces faites début juin dernier par le gouvernement pour soutenir le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Même si cette délibération fait preuve de bon sens, elle n'est pas à la hauteur de nos attentes. Nous considérons et nous connaissons tous les difficultés auxquelles sont confrontés nos agents au quotidien, comme l'ensemble de nos concitoyens. Pouvoir d'achat en baisse, augmentation constante des factures, gaz, électricité, sans oublier le prix des carburants. Il nous semble donc essentiel d'apporter un soutien inconditionnel à nos agents. Nos agents qui font preuve d'un grand professionnalisme et d'un réel engagement méritent entièrement cette reconnaissance. C'est pourquoi nous vous demandons de revoir cette délibération afin que ces agents soient réellement valorisés à leur juste valeur en leur octroyant le maximum de cette prime. Nous pensons qu'ils aient le droit à ce coup de pouce bien mérité. Il est temps de témoigner notre gratitude envers ces hommes et ces femmes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes au service de tous. Nous espérons que vous entendrez notre appel et que vous ferez le nécessaire pour eux. Alors, le versement de cette prime exceptionnelle se fait au bon vouloir des employeurs territoriaux, je l'ai dit. Je vous invite à vous renseigner dans les communes autour de nous et vous verrez que peu de communes accèdent à cette demande.
Ceci dit, c'est pas parce que les communes voisines ne le font pas qu'on ne doit pas le faire. Et cette décision et cette tarification a été discutée avec les agents dans le cadre d'un CST. Voilà. Et les agents ont bien compris la difficulté de la commune à aller jusqu'à la hauteur maximale de la prime. D'autre part, à cette mesure, courant 2024, s'ajoutera très clairement notre participation au niveau de la mutuelle et notre participation au niveau de la prévoyance. Donc, c'est un effort conséquent de la collectivité qui est fait. Je vous rappelle pour mémoire que nous ne sommes pas obligés de mettre en place la cotisation à la prévoyance et à la mutuelle avant 2025 et 2026. Nous faisons le choix quand même de l'intégrer au budget 2024. Qui l'étale sur 3 ans, ça on le sait. Oui, on le sait, mais alors en 2024, je ne leur donne pas. Là, Si, on leur donne. L'appliquer en 2024, 2025, 2026, ça on le sait, pour la mutuelle. Non, vous ne m'avez pas compris. Mais si, c'est ce qui se fait dans d'autres collectivités. Non, bah, c'est ce qui se fait dans d'autres collectivités. Alors, vous devez bien savoir que la prime... mis en place, effectivement, c'est une obligation. Bon, bah écoutez, comme je ne peux pas vous répondre, j'arrête. Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Ah, oui. Madame Onis, je vous en prie. Je trouve, Monsieur Zaramba, que c'est un peu populiste votre discours parce que vous êtes dans l'opposition. Je suis populiste en défendant les agents. Non, je non, trouve pas ça du très, tout. très franchement. Je trouve que, alors, vous êtes dans votre rôle d'opposition, on peut l'entendre. Mais quand on voit les montants, moi qui suis fonctionnaire d'État, je connais les montants qu'on octroie aux fonctionnaires d'État, ils sont bien en dessous de ça. Donc voilà, pour dire déjà un point. Et après, je pense que vous avez vu les budgets, vous savez que c'est compliqué, vous savez qu'on doit faire des concessions dans beaucoup de domaines et c'est souvent difficile. Je pense que vous vous trompez, Madame Onis, parce que sur les fonctionnaires d'État, c'est basé sur la même base. Non, 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 pas du tout. Si. Non, 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 pas du tout. Puis je suis fonctionnaire d'État, je peux vous dire que... les fonctionnaires d'État ont le maximum d'office. Non, pas du tout. Ah, mais non, c'est faux. Non, non. Ah non, c'est faux. Il n'y a pas de modulation. Non, c'est faux. Qui donne le montant maximum. C'est faux. Et en plus, les fonctionnaires d'État, ça ne va pas jusqu'à l'indice. Relisez le décret. Non, ça ne va pas jusqu'à 30 et quelques mille euros par an. Ça, oui, 39, je sais plus. Enfin, bref, non, pas du tout. Et c'est en ça que je trouve ça un petit peu facile, votre argumentaire, parce que je pense que nous faisons tout pour mettre au contraire, faciliter, et on sait que la situation est difficile pour tout le monde, la vie de nos agents. Donc voilà, je trouve, et je voulais le dire, que votre réflexion est un peu, et c'est pas du tout de mettre en avant les agents, parce que vous ne les mettez pas en avant, vous mettez juste en opposition la mairie et le conseil municipal avec les agents. Or, ça n'est vraiment pas notre souci, ce sont nos agents. Donc voilà, donc je souhaitais à le dire. Donc en me critiquant de populiste, Madame Onis, vous êtes en train de me dire que je fais partie des extrêmes. On est bien d'accord. Bah si, vous êtes en train de me dire que je suis populiste. Alors, être populiste, ça n'est pas du tout faire partie des extrêmes, c'est avoir une position un peu facile. C'est-à-dire que quand on est dans l'opposition, on n'a pas de budget à gérer, on n'a pas de compte à rendre. Voilà, on est dans l'opposition. Donc c'est plutôt parfois une position un peu facile. Et là, le discours... aussi, parce qu'on amène aussi des éléments. Donc le discours, je le trouve un peu populiste. Merci Madame Onis de votre intervention. Merci Monsieur Zaramba. On amène des solutions, vous ne voulez pas les entendre. Après, c'est votre problème. Nous, on entend et on apporte aussi des solutions. Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je passe à la délibération numéro 7. Madame le maire, s'il vous plaît, j'ai une question. La décision précédente, vous êtes abstenu. Votre pouvoir aussi s'abstient? D'habitude, tu me dis, et mon pouvoir aussi. Hein. C'est bon? Très bien. Je passe à la délibération suivante et je vais demander à Monsieur Burny, Pascal, de venir nous rejoindre. Dans un premier temps, pour vous présenter, puisque Monsieur Burny remplace Axel et donc responsable des affaires financières, il pourra peut-être se présenter lui-même à l'ensemble du conseil municipal pour que on puisse vérifier vos compétences
cher monsieur, et être sûr que tout va bien. Voilà. Je te laisse la parole pour te présenter brièvement, Pascal. Merci Madame le maire. Écoutez, bonsoir à tous. Je me présente, je suis Pascal Burny. Je suis en mairie de Fresnes depuis le 2 novembre. Je suis dans la fonction publique territoriale depuis 1990. Et donc j'ai exercé le poste, j'ai débuté en comptabilité en 96 et j'ai évolué dans le métier pour arriver au poste de rédacteur principal de première classe et responsable financier dans diverses communes du Valenciennois et du Douaisis. Auparavant, je travaillais dans la commune de Montignan-Nostrevent en qualité dans un premier temps d'adjoint au DGS et j'ai terminé une année en DGS. Voilà. Merci beaucoup. Merci Pascal pour cette présentation. Bienvenue à toi, bien évidemment. Je te laisse la parole pour présenter la délibération numéro 7 pour la mise en place de la nomenclature M57 à partir du 1er janvier 2024. Et oui, effectivement, à partir du 1er janvier 2024, la M57 va se généraliser à l'ensemble des communes. La M57 va remplacer 11 nomenclatures comptables qui existaient auparavant. Pour nous, nous étions en M14 depuis 1997 et nous allons passer en M57. Pourquoi la M57 ? Dans un premier temps, pour une réduction drastique du nombre de comptabilités, je viens de vous le dire. Deuxième argument, une amélioration significative de la qualité comptable. Donc en uniformisant la nomenclature comptable, ça sera plus facile de la déchiffrer. Nous avons également dans cette, je ne vais pas vous lire l'ensemble de la délibération, je pense pas, c'est plus. Ce qu'il faut retenir de la M57, c'est que nous allons pouvoir effectuer des virements de crédit sans passer par la décision modificative, à hauteur de 7,5% des dépenses réelles de la section. Bien entendu, un compte-rendu sera fait lors du conseil, sauf pour les dépenses de personnel, où là, une décision modificative sera obligatoire. Deuxième élément à retenir de cette M57, c'est les amortissements qui seront introduits, où on introduira la règle du prorata temporis. C'est-à-dire que l'amortissement du bien va débuter dès l'acquisition. Au paiement de la facture, on commence à amortir. Alors qu'en M57, on commençait à amortir à partir de l'année N+1. C'est une des spécificités de la M57. Voilà, je pense avoir fait le tour. Voilà, merci Pascal. Des questions ? Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Dans la droite lignée, je laisse toujours la parole à Pascal puisqu'il s'agit d'une délibération concernant l'approbation de la durée d'amortissement dans le cadre de cette nouvelle nomenclature. Merci Madame le maire. Oui, dans le cadre de la M57, il est bien évidemment demandé de redéfinir les durées d'amortissement. Donc, pour cette délibération, nous avons gardé les mêmes durées d'amortissement pour les biens. Juste, et le montant minimum d'amortissement est fixé à 500 €. Voilà. Merci. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. La délibération numéro 9, c'est l'approbation du règlement budgétaire et financier. Ça reprend l'ensemble de ce que vous avez eu en présentation. S'il n'y a pas de questions, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Et enfin, la délibération numéro 10, c'est une décision modificative. Et je vais donc laisser Pascal nous la présenter.
À cette période de l'année, il convient d'ajuster les crédits budgétaires, car vous le savez, nous devons avoir des crédits suffisamment dans chaque chapitre pour pouvoir passer nos mandats. Donc dans cette décision modificative, vous avez à l'article 13.21 des recettes d'investissement qui viennent abonder nos recettes qui n'étaient pas prévues au budget en début d'année, qui viennent s'ajouter. Donc vous avez au 13.21 pour la subvention de la gare une subvention du DSIL de 420 000 euros. Au 13.21 également, pour l'entrée de ville, le fonds vert 550 000 euros. Et au 13.23, une subvention pour la gare du département de 660 000 euros. Et enfin, pour la gare également, une subvention d'Épinor-Pas de 20 000 euros. Ce qui représente 1 650 000 euros qu'on va réinjecter en dépenses d'investissement à hauteur de 210 000 euros à l'article 21.15 pour l'acquisition de l'immeuble Savary, pour la gare à l'article 21.318 pour 890 000 euros, et pour l'entrée de ville au 21.52 à hauteur de 550 000 euros, pour équilibrer les deux sections. Toujours en recette d'investissement, vous avez au chapitre 021 un moins 21 324,59 € qui va nous permettre d'alimenter les amortissements, car pour les amortissements, nous avons un comble, un montant à combler. Donc au 28 04 15 12 à hauteur de 21 193,95 € et au 28 183 pour 130,64 €. Par contre, nous devons équilibrer, donc nous prenons en dépenses de fonctionnement un moins 21 324,59 € et un plus au 68 11 de 21 324,59 €. S'agissant d'opérations d'ordre, nous sommes obligés de procéder de cette façon pour ne pas déséquilibrer les sections. En dépenses d'investissement, vous revenez en dépenses d'investissement. Nous avons aussi en dépenses imprévues effectué un moins 30 000 euros que nous réinjectons au 204 15 12, donc chapitre 204 pour mandater une facture du fonds de concours à la CAVM à hauteur de 30 €. 30 000 euros. 30 000 euros, pardon. Excusez-moi. 30 000 euros. C'est pour finir de rembourser ce qu'on doit pour la cité Ballanger. Et enfin, en dépenses de fonctionnement, en dépenses imprévues, nous faisons un moins de 95 000 euros pour alimenter le 65-74 à hauteur de 15 000 euros et le 64-111, donc les charges de personnel à hauteur de 80 000 euros. Voilà. Est-il des questions? Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je tiens quand même à signaler que nous avons donc été chercher cette année 1 650 000 € de subventions qui n'étaient pas prévues et que nous affichons aujourd'hui à notre budget. C'est peut-être aussi à cela que sert un DGS. Et donc, comme il faut valoriser nos agents, je le remercie publiquement aujourd'hui. La délibération numéro 11. Je laisse la parole à Monsieur Bardy. Merci Madame le maire. Dotation de solidarité communautaire de Valenciennes Métropole pour la participation de la commune à l'animation au développement local, la subvention à l'association Astuce. Il est demandé au conseil municipal de valider la demande déposée par l'association Astuce dans le cadre de la DSC de Valenciennes Métropole afin d'obtenir un financement à hauteur de 800 € pour l'organisation d'un thé dansant sur le thème des traditions locales le 10 décembre 2023. Et d'autoriser Madame le maire à reverser le montant de cette subvention à l'association. Monsieur Jean-Yves Sibyl et Madame Marie-Thérèse Magnier ne participent pas au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La décision numéro 12. Participation à la commune de l'animation du développement local, la subvention
à l'Académie de théâtre amateur. Il est demandé au conseil municipal de valider la demande déposée par l'Académie de théâtre amateur dans le cadre de la DSC de Valenciennes Métropole afin d'obtenir un financement à hauteur de 600 € pour l'animation et la présentation du marché de Noël des 16 et 17 décembre 2023. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La décision numéro 13, la subvention exceptionnelle de l'association Les Carnavals de Fresnes. L'association Les Carnavals de Fresnes, représentée par son président M. Christophe Hecht et dont le siège social est en mairie de Fresnes-sur-Escaut, sollicite la commune pour le versement d'une aide financière à hauteur de 15 000 €. Afin de soutenir l'association dans ses activités, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir accorder le versement de subventions exceptionnelles. En leur qualité de membres ou de représentants élus ne prennent pas part au vote M. Christophe Hecht, M. Raymond Demory, M. Christophe Terret, Madame Anne-Marie Dalcroix, Madame Thérèse Louvion, Monsieur Patrick Vanled, Madame Patricia Rubens et Madame Martine Mel. Je mets au vote cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 14, une prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif. C'est une délibération que nous passons annuellement qui nous permet d'aborder sereinement le premier trimestre de l'année 2024 avec donc un pourcentage des montants qui peuvent être dépensés avant le vote du budget 2024. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 1, 2, 3. Non, mais j'avais une question sur la décision. Monsieur Gajeski, vous ne faites pas partie du carnaval? Alors? Il est membre? Il est... Vous êtes membre? Ah oui, bah alors vous ne prenez pas part au vote. Alors, donc là, tu me disais... Il y a 3 abstentions. Enfin, 4 avec le pouvoir. La délibération numéro 15, une adhésion au groupement de commandes de la communauté d'agglomération. C'est pour adhérer au groupement de commandes de Valenciennes Métropole relatif aux copieurs. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et enfin, la dernière délibération, c'est M. Bardi qui vous la présente. Merci Madame le maire. Donc la délibération numéro 16, date d'ouverture des accueils de loisirs sans hébergement pour l'année 2024. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur les dates d'ouverture et les lieux des accueils de loisirs sans hébergement comme suit. Accueil de loisirs pour les moins de 6 ans. À la maison de la petite enfance, square du 19 mars 1962, les mercredis et les petites vacances scolaires. Les enfants sont accueillis à l'école maternelle Paul Langevin, rue de Garlobry, lors de la période estivale. Accueil de loisirs. Très bien, je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Y a-t-il des demandes de prise de parole? De la fibre, Madame le maire, je voudrais savoir un peu où on en est parce que je suis interpellé aussi. Il y a des rues qui ne sont pas alimentées par la fibre. Alors, je vous réponds ce que je vous réponds d'habitude. La commune de Fresnes-sur-Escaut n'est pas responsable de l'installation de la fibre. C'est Valenciennes Métropole qui met en œuvre les choses. On est bien au courant des différentes situations où ça pose problème.
toutes ces personnes qui ont un problème, en général, sont connues du service de communication. Monsieur David Enrard est en lien permanent avec Orange pour essayer d'accélérer les démarches, mais malheureusement, on fait ce qu'on peut et on joue le rôle de médiateur là-dedans, puisqu'on n'a pas de rôle d'injonction à donner, puisque c'est Valenciennes Métropole qui doit le... Et l'intervention que vous faites, nous sommes plusieurs maires à l'avoir fait au niveau de Valenciennes Métropole. C'est tout? Bien. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, c'est la fin de l'année. Je vous invite pour cette fin d'année à boire le verre de l'amitié dans la salle juste à côté, la salle des mariages. Je vous souhaite, en tous les cas, pour ceux que je ne reverrai pas d'ici là, de joyeuses fêtes de fin d'année. Profitez tous en famille. Merci à vous.